Anne. Alors, je vous présente Anne. Anne Giraud travaille... Oh, ça fait un petit bout de temps pour Andes. Andes, c'est... Non, mais c'est... Non, c'est que Andes est un gros travail depuis longtemps. C'est en fait, à l'origine, c'était l'Association nationale des épiceries solidaires. Les épiceries solidaires, si je me trompe, tu me dis si je me trompe. C'est utiliser les légumes et fruits de retrait pour les redistribuer aux personnes en situation de précarité. On est complètement dans le végétal. Si ce n'est que très vite, moi je me souviens, on avait fait un livre ensemble, j'avais écrit un livre pour vous qui s'appelle Manuel de cuisine populaire. La chose est, c'est que manger un plat cuisiné sous cellophane, c'est plus valorisant socialement que se retrouver avec 3 carottes et un poireau. En gros, c'est ça. Mais ça dépend. Mais ça dépend. Mais ça dépend, ouais. Juste avant de rentrer, Guy Thévenet, ça fait aussi un petit bout de temps qu'on se connaît, il est donc responsable du restaurant municipal, viens un peu dans la lumière Didier, responsable du restaurant municipal de Lons-le-Saunier. C'est une histoire très particulière, Lons-le-Saunier, dans la mesure où c'est un restaurant municipal qui est ouvert à tout le monde dans la zone d'activité de Lons-le-Saunier et qui aujourd'hui fait aussi la nourriture pour l'hôpital, pour les personnes âgées, pour les écoles, pour les maternelles. Et grâce au soutien, du moins grâce à l'initiative politique, parce que souvent la cantine, c'est pas une histoire de chef, mais c'est une histoire de choix politique, Lons-le-Saunier a très vite fait appel aux producteurs locaux pour préserver sa zone de captation d'eau et avoir des produits de qualité, plutôt que de les voir partir ailleurs de Lons-le-Saunier. L'appel d'offres a été fait pour que vous utilisiez le blé, la viande, les légumes, le fromage, et c'est l'une des premières restaurations collectives qui a fonctionné justement sur ce proche et ce local. C'est 2 histoires parallèles, mais c'est 2 histoires qui se retrouvent. Anne, quel est le boulot exactement, un peu plus précis que ce que j'ai raconté des épiceries solidaires? Donc effectivement, pour rebondir sur ce que dit Eric, le végétal dans l'aide alimentaire, d'abord moi je pense que c'est un combat. C'est-à-dire qu'effectivement, traditionnellement, l'aide alimentaire était très portée sur des produits faciles à manipuler, faciles à stocker, des produits issus de l'agriculture du FAD, mais retransformés derrière. C'est quoi le FAD ? Des programmes européens, anciennement PEAD, les programmes européens, les produits effectivement des surstocks, puisque ça a commencé comme ça. Et du coup... On était dans un phénomène, on va le faire clairement, on était dans un phénomène charitable. C'est ça. Hein, je regarde pas ce que je donne, mais comme je fais la charité... En fait, c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que de manière chronique, c'est un secteur d'activité qui manque de soutien, qui fonctionne de manière très caritative, qui a besoin de beaucoup d'appros parce qu'il y a beaucoup de personnes sur les listes d'attente. Et traditionnellement, il faut se battre pour amener la même qualité de produits dans l'aide alimentaire que les produits qu'on peut trouver. Donc ça correspond effectivement à l'ADN d'Andes, puisqu'en 2000, le fondateur Guillaume Babs crée le premier réseau des épiceries solidaires. Et l'épicerie solidaire, c'est déjà en soi un révolutionnaire. Enfin, c'est venu fortement bousculer le paysage de l'aide alimentaire, parce que le concept, c'était de dire on a un magasin qui est complètement banalisé, le plus banalisé possible, en tout cas, effectivement. On ne montre pas forcément qu'on est dans l'aide alimentaire. Et on propose aux personnes un lieu où elles vont pouvoir choisir leur denrée, ce qui était totalement nouveau, puisque traditionnellement les personnes recevaient des colis, il y a encore une partie de l'aide alimentaire en colis qui est nécessaire d'ailleurs, qui est même indispensable. Mais l'idée c'était ça, c'est de dire, à un moment donné, et c'est un peu ça moi que je voulais dire par rapport au débat précédent, quand on discute du végétal ou de l'évolution de l'alimentation dans nos modes de consommation, en fait le combat d'Andes, c'est de dire ce qui est bon pour le grand public et pour la société en général doit être bon a fortiori pour les populations qui n'ont pas les moyens. Puisque le but du jeu, c'est pas seulement d'apporter une aide alimentaire, c'est de réintégrer socialement et culturellement les personnes en situation de rupture, qui n'est pas seulement une rupture économique, qui est aussi une rupture de relation, dans un circuit qui est j'ai moi aussi du savoir et j'ai moi aussi la capacité en fait à transformer des produits que j'ai moi-même choisis. C'est ça. Et donc à travers les épiceries solidaires, donc aujourd'hui Andes c'est un réseau de 330 épiceries adhérentes qui effectivement s'inscrit totalement sur ces valeurs de dire au-delà de l'aide alimentaire et à travers ce prétexte d'aide alimentaire et de proposition de produits,
et ben, on travaille sur l'insertion durable des personnes, le retour vers le droit commun, surtout la question aussi des ateliers. Effectivement, les épiceries solidaires donc, ont mis en place des ateliers. Alors, on a d'ailleurs mené une évaluation avec Eric Birloise qui est intervenu en tout début de journée sur un programme qui s'appelle Compagnie des Gourmands, qui a été mis en place en partenariat avec plusieurs entreprises, Ferrero, Seb et Le Sieur. Et ce programme en fait vise à équiper les épiceries en cuisine et à travers ça de leur demander d'animer des ateliers culinaires par enfant. Donc par enfant, c'est ça qui est important, par enfant. Donc pour travailler sur comment on retravaille les produits à la maison ensemble, travailler sur la parentalité, travailler sur la convivialité, le lien social et voilà, et les notions de plaisir parce que et les notions, oui, les notions de plaisir sont très importantes et valorisation en fait du savoir aussi, la connaissance des parents vis-à-vis des enfants. C'est pas parce qu'on est dans une situation de rupture que je veux pas quand même te faire à manger et te faire à manger. Bon. Je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'il y a 3 mois j'ai fait plusieurs entretiens dans une épicerie solidaire dans le nord de la France. C'est une dépense quotidienne pour s'alimenter pour une famille de 3 à 4 personnes de 2,50 €. Juste, il faut replacer la réalité des choses. C'est-à-dire qu'on est avec des personnes qui ont un revenu mensuel en gros entre 400 et 600 €. Très faible, et en fait c'est vrai que ce qu'a montré l'INSEE à travers des études précédentes, c'est qu'effectivement de dire dans le paysage des Français moyens, la part de l'alimentation a beaucoup baissé historiquement, pour en 2014 représenter à peu près 20% de nos budgets, mais à contrario, dans les populations les moins aisées, on sait que l'alimentation c'est la variable d'ajustement et que les familles vont toujours prioriser certains choix avant l'alimentation. Oui, exactement comme le racontait, on en parlait tout à l'heure avec le professeur Guigrand, la variable d'ajustement dans les hôpitaux, c'est l'alimentation. Je vous conseille le très bon article sur l'alimentation des personnes âgées qu'a fait Camille Labro dans le magazine du Monde, où effectivement les gestionnaires d'hôpitaux disent là où on va gagner du fric, on va pouvoir économiser, c'est sur ce qu'on a à manger. Ce qui est normalement est une catastrophe parce que mieux je mange, plus je trouve ça bon, plus je guéris vite, plus je cicatrise vite, etc. J'aimerais qu'on parle juste avant parce que ça va faire la transition avec Didier. T'inquiète pas Didier. Hein. Je voulais juste dire. C'est vrai que c'est un peu. L'hôpital, c'est la catastrophe. Je sais, j'en fais. Tu fais l'hôpital ? Je fais l'hôpital. Ouais. Non, mais après, il faut savoir quand même qu'une personne sur 2 est en malnutrition à l'hôpital. Quand on sait ça, on sait tout. Et quand on est malnutri, on multiplie par 2 la durée du séjour. Et on sait pourquoi ? Parce que c'est dégueulasse. C'est pas bon, c'est pas adapté, c'est pas... On va revenir, mais toi qui bosses pour l'hôpital, comment fais-tu ? Parce que c'est très compliqué. Moi, je suis plus cher que les autres. Je suis plus cher que les autres parce que je... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que j'utilise pas la... Enfin, faut savoir, on va parler de la base d'Angers. Il y a un hôpital en France qui a sorti des chiffres et c'est devenu la base nationale. Et si on utilise cette base, on peut pas cuisiner, on peut pas faire à manger. C'est-à-dire, c'est combien comme 2 € par jour. 2 € par jour. Toi, tu utilises combien ? 8. Le choix vient d'où ? Le choix vient de la qualité des produits, il vient de la variété qu'on va proposer. Qui décide de mettre 2 ou 8 ? C'est l'ARS qui... Non, mais ça, c'est nous qui l'avons décidé avec l'hôpital, parce qu'on a un projet alimentaire de territoire. Mais l'ARS, et on ne va pas stigmatiser quoi que ce soit, mais je veux dire, aujourd'hui, les coûts, on parle de la variable d'ajustement, justement, de la variable d'ajustement, qui est catastrophique, parce qu'en fait, elle représente 2% du budget d'un hôpital, l'alimentation. Donc on va ajuster quoi avec 2%? À part prolonger les séjours, à part avoir des problèmes d'alimentation, et on est catastrophiquement devant la dégradation d'alimentation des gens à l'hôpital. Et si je comprends bien donc Didier, comme tu as plus d'argent pour acheter des produits, tu utilises de meilleurs produits, tu vas mieux cuisiner. Ouais, on va leur donner de la fraîcheur déjà, des produits frais. On va travailler nous-mêmes nos moulinets pour que ça ait du goût et qu'on retrouve des vrais goûts. Enfin, tout simplement, utiliser des produits normaux. Et arrêter d'utiliser, j'ai rien contre la poudre, mais c'est pas la base de la cuisine. Anne, j'ai toujours été frappé par quelque chose aux épiceries solidaires, c'est la difficulté à se tourner vers des produits bruts. Oui, et c'est un des combats d'Andes, notamment pour le compte des épiceries solidaires et pour d'autres réseaux. Effectivement, les produits bruts, alors on a créé en 2008 un premier chantier d'insertion à Rungis qui a été ensuite dupliqué
expliqué, pour mettre du fruit et légumes justement dans l'aide alimentaire. Alors cette initiative, elle est née d'une étude qui était sortie dans l'aide alimentaire, ça s'appelle l'étude Abena. Fameuse étude Abena qui est très utile. Qui a fait un peu un pavé dans la mare et qui montrait à quel point les bénéficiaires de l'aide alimentaire n'avaient pas accès à l'ensemble du panel de la nourriture, et notamment effectivement la question des fruits et légumes frais, la question des protéines, des produits laitiers, enfin voilà, avec derrière des études aussi en termes de santé qui ont été très poussées et qui montraient des problématiques importantes auprès de ces populations. Et donc l'État a mandaté une étude sur Rungis pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas, sur ce gros marché qui est Rungis, récupérer des invendus de fruits et légumes et essayer de les promouvoir et de les distribuer dans l'aide alimentaire. Donc l'étude a fonctionné, les grossistes donnent, et par contre, ce qu'on a mis en place dès le début, c'était de dire en même temps, on ne peut pas faire de la qualité et donner envie de consommer aux personnes si on n'achète pas. C'est-à-dire que quand vous ne fonctionnez que sur des modèles d'aide alimentaire, de lutte contre le gaspillage, vous n'avez pas toujours la diversité qu'il faut, vous avez des gros arrivages de monoproduits ou de biproduits, et ça ne suffit pas à faire un petit étal dans votre épicerie et à encourager les gens à prendre les produits. S'il n'y a que des fenouilles, c'est problématique. Exactement, voilà. Et au-delà, c'est la question de la durabilité des produits, parce que déjà, plus on va sur des produits frais, plus c'est difficile à manipuler, à stocker, à conserver. On est dans des structures qui sont ouvertes en moyenne deux fois par semaine, en tout cas pour les épiceries solidaires, et les produits ils tournent très vite, donc il faut aussi que les produits tiennent un minimum. Anne, si je comprends bien, la grande difficulté, c'est entre la bonne volonté charitable et judéo-chrétienne, il y a une marge qui est formidable, mais il y a une marge avec la réalité du terrain, où parfois c'est compliqué de le faire, de récupérer les produits, de les distribuer, de les trier, c'est compliqué de les faire consommer. Il y a toujours ce delta énorme entre le désir et la réalité de la chose. Je pense que c'est exactement le même débat que sur la cantine. À un moment donné, c'est une question aussi de moyens de volonté politique et de volonté des pouvoirs publics, parce qu'effectivement, on ne peut pas. Enfin, nous, c'est aussi le combat d'Andes là-dessus, de dire on ne peut pas ne faire de l'aide alimentaire qu'avec de la lutte contre le gaspillage et que de la récupération de produits. Et à un moment donné, si on veut respecter les préconisations en termes de santé publique et proposer aux gens de belles choses qui donnent envie, il faut acheter des produits. Et il faut donner de la reconnaissance, de savoir à ces... Alors ça, effectivement, c'était une des conclusions d'ailleurs de l'étude de Éric Berlois sur la compagnie gourmand, c'est-à-dire que l'accessibilité des produits bruts, des produits frais au sein des structures d'aide alimentaire, elle est cruciale, parce que s'il n'y a pas de produits, ils ne sont forcément pas consommés. Mais au-delà de ça, effectivement, ça nécessite un accompagnement très spécifique, parce qu'il y a des freins socioculturels assez importants. Lourds, voilà. Et notamment la question des ateliers, de la réappropriation de comment on cuisine et de faire ensemble et de partager est important, très important. Je pense à cet entretien réalisé dans le nord de la France, c'était à propos de glanage de pommes de terre. Et la dame me fait, moi j'ai pas mangé des légumes, j'ai mangé des patates. C'est quand même extrêmement révélateur de la chose, mais simplement parce que c'est quelque chose qui nourrit la pomme de terre. C'est ça, parce que dans les freins socioculturels, notamment aussi des populations qui fréquentent l'aide alimentaire, on va chercher aussi, comme on a des budgets très restreints, on va chercher les denrées qui nourrissent le plus vite et à faible coût. Didier Thévenet, on va pas parler d'historique de la restauration collective à Lons-le-Saunier. Vous faites combien de repas aujourd'hui? 8000. 8000. Destinés à qui? Répartis. De la crèche à la maison de retraite. D'accord, en passant par ce fameux restaurant municipal où on mange pour 4 ou 5 euros. Tout le monde a en tête, pour ce qui est de l'ordre de la restauration collective, les épinards. Vous faites des épinards? Oui. Et alors? Ils sont mangés. Pourquoi? Pourquoi ils sont mangés alors? Moi, j'applique un truc simple dans la restauration collective, qui doit s'appliquer d'ailleurs partout. Plus un produit est difficile à manger, plus il faut le cuisiner. Voilà, la base. Et à partir de là, quand on a compris ça, on se rend compte que en cuisinant et en faisant une béchamel à l'ancienne avec des épinards et en mettant des œufs, avec du comté râpé dessus, c'est mangé. Parce que c'est... Oui, c'est pas du fromage râpé, c'est du comté râpé dessus. Pardon, je suis jurassien. Oui, non, mais ça montre bien en fait que c'est un effort. Il ne faut pas avoir le décor, il faut avoir aussi la musique. Oui, il faut. Enfin, l'épinard, déjà, il faut éviter un truc, c'est de le faire en même temps qu'ils vont tourner de la pelouse, parce que sinon, l'image, le raccourci est très rapide. Non, sérieux. Oui, on a tous vécu. D'accord. Donc,
le cuisiner, donc on va prendre la courgette par exemple qui va arriver nous de notre légumerie dans quelques jours. La courgette on l'utilise en frais. Ah oui, la saison. Voilà, la saison. Ben, c'est pas la saison, c'est le moment où elle sort. Après la saison on verra bien. On l'estime à cette époque-là. Mais elle est pas mal d'après ce qu'on a vu dans les champs. Donc on va avoir la courgette, on va la cuisiner en direct, on va la congeler pour l'hiver et on va la sortir cet hiver de notre congélateur et on va la cuisiner comme une courgette fraîche et on va lui donner l'assaisonnement, on va tout repasser à la sauteuse. À la maison, quand on fait des haricots verts, on les repasse à la poêle. Nous, c'est des grosses poêles, mais on refait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le haricot vert ou la courgette sortie du four, tchac, dans le plat avec un peu de persil dessus pour faire joli, c'est tout. On ne fait pas ça. Dans votre expérience de restauration collective, est-ce que vous sentez des freins à la consommation des légumes? Alors en début d'année scolaire, toujours. Parce qu'on récupère, les enfants sont tout neufs tous les ans. On a la chance, c'est qu'on a des enfants neufs tous les ans. Ils vous les changent tous les ans, les petits. Donc on recommence l'éducation à chaque rentrée scolaire. On a des enfants qui n'ont pas l'habitude de manger des légumes dans nos restaurants. Donc forcément, ça pose un problème d'éducation. Alors ils voient les grands qui mangent, déjà ça entraîne. Mais tous les ans, on démarre avec, on mélange féculents et légumes. Et puis après, on va enlever du féculent, on va garder que le légume, on va le cuisiner différemment. On fait une enquête auprès des enfants. On va leur demander ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, s'il y en avait trop, si c'était mal cuisiné. Parce que des fois, on se trompe aussi, hein, on n'est pas que bon. Donc, si le plat n'est pas mangé, on va nous regarder comment on l'a cuisiné. La dernière fois qu'on l'avait fait, quel était le résultat, pourquoi il y a eu un mauvais résultat. Et on va aller plus loin dans l'éducation, on va dire, de l'enfant. Parce que pour moi, le repas, je vais prendre un autre exemple hospitalier pour que vous compreniez bien, c'est qu'il y a deux façons de servir un repas. Le même. La première, c'est de le poser sur la table en disant à la personne qui est en face, bon appétit, vous allez voir, c'est super bon, vous allez vous éclater. Et la deuxième, on le jette et on dit bonne chance. Le même repas, non mais je plaisante pas, c'est que ça arrive hein, malheureusement, le même repas, il est mangé soit à 80 à 90%, soit à 20%. Et donc en fait, c'est l'accompagnement du repas. Et qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants quand on entre dans un restaurant scolaire, comment on va aborder la chose? Il y a Dorothée Germain, elle est en train de prendre des notes pour plus tard. Par exemple, on fait un truc simple. Moi, mes gosses rentraient de la cantine, puisqu'ils mangeaient, du restaurant scolaire, et je leur dis, t'as mangé quoi? De la viande et des légumes. Vraiment, j'ai fait des abrutis, quoi. Les enfants sont cons. Et après, je me suis dit, peut-être pas, j'espère pas. Donc, on a fait un truc qui est gratuit, parce qu'on parle toujours d'argent. Et un truc gratuit, c'est qu'à l'entrée dans le restaurant scolaire, les enfants ils s'assoient, et on lit le menu. C'est con, hein? Mais il y en a des gamins qui viennent et qui lit le menu. Il dit, aujourd'hui, on mange carottes râpées, daube, enfin bœuf bourguignon, parce qu'on est proche de la grande région, avec une purée maison, un bout de comté et une pomme. Et bien, si les gamins ont des questions à poser, on va leur répondre. Le paradoxe, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on prend les gens qui accompagnent les enfants, ils viennent chez nous, on leur montre comment on fait, parce qu'ils ne savent pas en fait. Oui, tu dis que ça ne coûte rien, ça coûte quand même du temps. Oui, mais le temps, c'est pas... Enfin, je veux dire, tu passes ton temps, soit tu... Enfin, moi, pour moi, c'est pas payant le temps, parce que je suis payé pour travailler, donc a priori, on dit que tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. Ça va dans les deux sens. Donc, on est là pour ça, c'est notre boulot. Moi, ma récompense, elle est simple, c'est quand j'entends les gamins, enfin les encadrants, des gestionnaires de collège ou de lycée qui me disent, bah tiens, les gamins qu'on récupère depuis quelques années, ils sont moins difficiles à table. Et je me dis, voilà, c'est ça mon boulot, c'est pas plus, quoi. C'est que leur faire comprendre qu'une carotte râpée, on peut y mettre des raisins secs, on peut faire n'importe quoi avec. Et si on l'assaisonne comme il faut et qu'elle est râpée correctement et qu'elle est fraîche et qu'elle est bonne, elle est mangée. Est-ce que ça pose, en termes d'argent et en termes de décision de ceux qui gèrent la restauration collective, c'est-à-dire les demandeurs d'ordre, la municipalité, le conseil général, le conseil régional pour l'enseignement classique, ou les entreprises, est-ce que ça demande un effort particulier? Pourquoi ça ne se fait pas plus largement? Quel est le frein? Alors, pas de truc gauchiste, hein, il était venu. Hein. Non, je vais donner une équation qui permette la réussite. Il faut 3 acteurs importants. Le premier, c'est le politique. C'est lui qui décide de ce qui va se passer. Qu'une la gestion soit déléguée ou soit autogérée, si c'est la commande qui fait la livraison. Ensuite, il faut qu'il y ait un monde agricole qui ait envie de s'investir dans un projet de ce genre. Nous, on a trouvé des gens qui avaient envie de travailler avec nous. On a aujourd'hui 10 maraîchers qui travaillent pour nous. On a passé les dernières sur une année maraîchère catastrophique, 150 tonnes de légumes frais bio local. Donc, c'est possible. Cette année, on va en faire 200. Et le troisième,
qui est non moins important, c'est des professionnels qui sont capables de sortir les doigts et qui ont envie de faire bien. Et ça, si on n'a pas ça, on est mort. On est exactement comme dans le propos de tout à l'heure avec Joël Thiebaud et Michel Troisgros. On disait il ne faut pas parler d'un maraîcher, mais de l'ensemble du faisceau des maraîchers qui travaillent dans toute la France. Il ne faut pas parler d'une restauration collective exemplaire, mais le prendre comme un exemple et dire ailleurs ça se fait et c'est possible de le répondre en fait partout. C'est possible. Ça se fait d'ailleurs de plus en plus un peu partout. Après, Saint-Étienne, Agen, Annecy, Lorient, Annecy, on peut aller un peu partout. Après, il faut penser à un truc, c'est formater le cerveau du gestionnaire et du cuisinier. C'est-à-dire qu'il ne faut plus penser pareil. Aujourd'hui, si on veut intégrer des produits issus de l'agriculture, ça change tous les jours. On avait prévu de mettre des courgettes sur la fois, comment on fait? Donc il faut en cuisine. Ben oui, mais ça on le faisait déjà, mais si tu n'as pas de produit, on est emmerdé. Donc l'idée c'est d'arrêter de penser grosse structure, grossiste de livraison de produits. C'est beaucoup plus facile d'appeler une société, une multinationale française et de lui dire j'ai besoin d'une palette de courgettes fraîches ou surgelées, peu importe, ils vont la trouver, du riz, du carotte, et livre tourne une fois, c'est terminé. Nous on va appeler 10 maraîchers pour trouver nos 500 kilos de courgettes qu'on a besoin sur le jour. Et donc il faut repenser complètement le concept. C'est-à-dire que nous, là, depuis au mois de novembre 2016, j'ai donné les besoins pour de juin 2017 à juin 2018. Donc j'ai fait un... Tu as imaginé. Je suis projeté un an à l'avance pour que eux, maraîchers, ils puissent planter acheter leurs plants, planter leurs légumes et espérer avoir la récolte qui correspond. Je crois que c'est quelque chose qui plaît à Joël Thiebaud. Le fait que le maraîcher, il fait pas des légumes en claquant dans les doigts. Et la question c'est de savoir est-ce qu'ils travaillent ensemble. Enfin, au niveau de l'élaboration, de leur plantation, de l'année suivante. Vous les réunissez ensemble? Ils ont créé une association et ils sont ensemble et ils se débrouillent. Ouais, ça s'appelle Entente Bio. C'est doublement important parce qu'en fait, on va limiter cet effet de concurrence qu'il peut y avoir dans un secteur et on leur montre que le concurrent c'est pas le copain d'à côté, il est dans le champ d'à côté et la concurrence elle devient bien plus loin si les demandeurs, les clients ne sont pas justement respectueux comme on le On est d'accord. Après, ça a plusieurs impacts aussi, parce que le fait de travailler ensemble, il y en a un qui est meilleur pour faire les courgettes, et l'autre qui est meilleur pour faire les patates, ils travaillent ensemble, donc ils s'aident mutuellement pour avancer. Et après, on se rend compte qu'on a quand même un territoire, un climat, on va dire, un peu auvergnat chez nous, c'est-à-dire qu'il fait très froid. Et donc, du coup, la terre est pas... On ne peut pas faire n'importe quoi, cette réflexion. Moi, je suis à la Clermont, je sais autant que chez nous. Donc forcément, on ne peut pas faire n'importe quoi et on n'aura pas des bananes et des oranges demain chez nous. Même avec le changement climatique, ça va prendre plusieurs siècles, on est tranquille. Mais par contre, on fait que des légumes de garde, donc il faut apprendre à les faire. Dire une variété de pommes de terre qui est valable à gauche, elle n'est pas valable à droite. Au niveau du champ, j'entends pas... Oui, non, mais complètement. C'est la discussion qu'on avait... Tout à fait. Elle est en marche. Et tout ça, on apprend des choses. Donc, j'entendais tout à l'heure Michel Troisgros qui disait qu'il y avait un besoin de mixité, de connaissances communes. En fait, en clair, nous, on les a fait venir chez nous en leur disant, voyez, la restauration collective, c'est ça, on a telle norme et on travaille comme ça. Après, moi, j'ai pris les gars, on est allé dans les champs et on a dit, voilà, eux, ils font ça. Quand on leur demande 500 kilos de courgettes, voilà le temps qui s'y passe et comment ça marche. À partir de là, on a créé du lien humain. Et d'être lien humain, créer on poursuit le truc en allant jusqu'au consommateur pour... Je suis assis aux anges, c'est le propos de l'OCPOP. Le partage d'expérience est toujours plus profitable que la mise en vedette d'un personnage ou d'une histoire. Anne ? J'ai le temps de parler du programme unitaire. Mais bien sûr, oui, mais c'était pour ça, je voulais te lancer sur le programme unitaire qui est un programme très particulier au sein d'Andes. Voilà, en fait, ça ressemble un petit peu à ça parce qu'on a, Andes a 2 minutes, a créé un programme qui s'appelle Unitaire et qui fait de 2 faiblesses une force en réunissant sur un territoire des maraîchers qui sont en difficulté ou en installation. Et en leur faisant une garantie sur une saison d'abord, puis peut-être 2 ou 3 le temps qui monte en puissance, pour produire des légumes pour l'aide alimentaire. Et du coup, effectivement, on fait un peu ce même principe, on réunit plein d'agriculteurs sur un territoire et chacun complète la gamme en fonction des besoins et du coup, sur une grande région, on arrive à avoir 15 ou 20 producteurs qui nous font plein de variétés différentes qu'on propose ensuite à l'aide alimentaire. Donc c'est un programme qui est aidé par l'État et avec un objectif de sortir petit à petit les agriculteurs du circuit pour qu'ils repartent en secteur marchand. Merci beaucoup Anne. Des questions, 1 ou 2 questions à Didier ou à Anne. Sinon on pourra discuter pendant le déjeuner si vous voulez. Ah, Sophie. Bonjour, c'est une question pour vous. Qui était venue, pour Didier était venue. Voilà.
Sur la partie budget dont vous avez parlé au début, il y a un peu, voilà, une espèce d'évidence de bon sens pour tous, mais voilà, qui n'est pas... comment est-ce que vous arrivez à gérer une relation, on va dire, institutionnelle entre, vous me dites, des gens qui ont mis en place un référent qui est très très bas, évidemment, parce que ça intéresse aussi ceux qui mettent de l'argent ailleurs. Et est-ce que vous, dans le travail que vous faites, vous avez accès à des référents ministériels qui sont dans des zones mixtes, éducation, santé, voire peut-être autres? Vous allez plutôt dans quelle zone, vous, d'approche, du coup? Alors, moi je suis administrateur d'une association, je ne vais pas faire de retard, mais d'une association qui s'appelle Agores, qui est une association de gestionnaires de la restauration territoriale. Donc en théorie, je suis un peu l'extraterrestre dans cette association, parce qu'on ne fait pas d'hospitalier. On est plutôt sur du scolaire, de la personne âgée, tout ce qui dépend des mairies et des départements et des régions. Donc après, l'approche budgétaire, nous, elle est simple, hein, c'est qu'il faut qu'on fasse le mieux avec le moins d'argent possible. Ma structure, elle est autonome financièrement à 100%. Donc je suis autonome, à la fois dans mes investissements, dans mes coûts, dans mon personnel, etc. etc. C'est-à-dire que les collectivités locales te donnent de l'argent et tu dépasses pas ton budget? Mon budget, c'est la vente de mes repas. C'est-à-dire que moi, je fais un budget prévisionnel. Je le faisais exprès, Didier. Je fais un budget prévisionnel en début d'année, après je vends des repas. Et en fonction de ce que j'ai vendu, je vais ajuster mon budget, comme une entreprise privée le fait, en fait, tout simplement. Tu fais un vrai restaurant, en fait. Ouais, oui. En fait, on fonctionne comme un restaurant, donc si on n'a pas de clients, on n'a plus rien. Donc, après l'économie, l'idée d'abaisser le coût, je vais dire un gros mot, mais grosso modo, on a sorti l'économie locale de l'économie mondiale. Je vais prendre l'exemple du pain, qui est un bon exemple. En 2000, on se dit, on a un problème d'eau, je fais court, on installe un céréalier qui va nous faire du blé, ce blé on fait moudre, on trouve un boulanger pour nous faire du pain, on fait du pain. Ça coûte 15 000 € à la ville la première année, enfin mon budget, 15 000 € de plus. Sur cette époque-là, on devait être à 2,5 millions d'euros. C'est pas grand-chose. Donc on se lance, on y va, et on dit au céréalier, combien pour que le blé soit pour toi, ça soit rentable de faire du blé, combien tu veux qu'on te le paye à la tonne? On fixe un prix. On n'y revient pas pendant 10 ans. Aujourd'hui, mon pain, il me revient moins cher que si j'achetais du pain, si on peut appeler ça du pain, dans une usine quelconque. Je fais du pain bio local qui coûte moins cher que le reste. Tout ça parce que dans la discussion, et encore une fois dans le lien humain et dans le lien avec la terre, lui il me dit, en fait, ça ne me coûte pas plus cher de faire le blé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Au contraire, ça me coûte même moins cher parce que j'en fais plus. Donc restons sur cette courbe-là, et il apprend en même temps que nous, on grandit ensemble, et du coup ça ne coûte pas plus cher. Après, c'est sûr que si demain, une cuisine, quelle qu'elle soit, dit je vais faire du 100% bio, et qu'on va donc importer un peu dans tous les sens, ou que du frais, etc., on n'a pas les produits en France. Donc il faut y aller mollo avec les objectifs, quels qu'ils soient, et il faut qu'ils soient réalistes et qu'ils soient accompagnés avec des mesures fermes et fortes. Je me souviens lors de l'entretien avec Didier Thévenet où il disait une chose très importante, on ne va pas demander à un agriculteur de produire quelque chose si je ne suis pas sûr d'assurer l'achat de ce qu'il produit pour une durée déterminée. C'est-à-dire envoyer quelqu'un dans le mur, ce n'est pas une solution si c'est juste pour contenter mes désirs écolo-environnementalistes populaires. Il faut qu'il y ait une réalité économique derrière. Anne Giraud, Didier Thévenet, merci beaucoup. Vous restez avec nous, vous restez bien sûr.